Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième des 10 bilans en 10 jours consacré à une écurie historique qui vit une période de transition super intéressante, mais pour qui cette année tout ne s'est pas passé comme prévu. On pourrait même parler d'un petit gâchis très frustrant à la fin. En tout cas, voilà, on va essayer de faire le bilan de Williams en 2024. De dernière en 2022, Williams était remonté 7ème en 2023 avec une reprise en main très claire. L'écurie reprenait vie et aspirait de nouveau à regarder vers le haut dans le sillage de son nouveau patron James Vowles qui allait démarrer là sa deuxième saison et qui continuait quelque part son remaniement, sa remise en forme de l'équipe. Et du coup, il fallait continuer de montrer les prémices d'un avenir meilleur. C'est ce qu'on s'était dit en février dernier. Il fallait éviter déjà la rechute, continuer de structurer l'équipe, de changer les habitudes et d'assainir les pratiques, d'assainir aussi les finances et donc quelque part de poser doucement les bases du nouveau Williams du futur, du Williams enfin moderne. Plus qu'une place précise au classement, il fallait surtout se maintenir au niveau de 2023 et c'était l'étape globale de l'équipe hors de la piste qui était le plus important. 60% d'entre vous étaient d'accord avec moi pour placer Williams en 8e position des pronostics pour la saison 2024. Seulement 5% les voyaient 9e ou pire, donc finalement on les a tous vus un petit peu plus beaux et on avait même 28% de P7 et 5% de P6. Ça traduit qu'il y avait un petit optimisme, un petit vent de renouveau qui mettait Williams sur la bonne pente. Côté pilote, peu de choses à dire sur Albon qui avait fait vraiment une excellente saison 2023, faisant oublier son époque Red Bull et s'offrant donc quelque part un nouveau départ de carrière. C'était un des meilleurs pilotes du plateau, le leader de Williams, et pour lui, il fallait très clairement refaire pareil. Dynamique totalement opposée pour Sargent qui devait faire oublier sa saison 2023, bien qu'il n'était alors que rookie et il s'était clairement distingué de la mauvaise manière en manquant de performance et en commettant surtout beaucoup trop d'erreurs. Il devait donc prouver cette année qu'il n'était pas un nouveau Latifi, qu'il pouvait avoir une vraie carrière de Formule 1. Ça allait forcément être une saison charnière. C'est fou de se dire qu'il ne l'a même pas fini. Malheureusement, l'hiver s'est très mal passé du côté de Groove puisque James Vowles a décidé, à raison, de changer tout le processus de construction et de classification des pièces qui était complètement archaïque. C'est très certainement un bien pour l'avenir et ils devront le confirmer, mais pour le présent, pour 2024, c'était extrêmement mauvais puisque la voiture n'était absolument pas prête pour le coup d'envoi. Sportivement déjà, elle n'était pas bonne et surtout ils ont longtemps galéré sur les 5-6 premiers Grands Prix à avoir ne serait-ce que le bon nombre de pièces pour pouvoir rouler avec deux voitures dignes de ce nom. Et si le problème est réglé, ce sera extrêmement bénéfique pour eux pour la suite, c'est même clairement nécessaire. Et du coup, on rejoint les propos de Vowles qui vont devoir être répétés au cours de cette vidéo. Finalement, 2024, 2025, on s'en fiche un peu du résultat brut. Ce qui compte, c'est la remise de l'équipe, parce que ce qui compte vraiment, c'est 2026 et au-delà. Pas de souci là-dessus, franchement je pense qu'on est tous d'accord, mais du coup dans les faits, le début de saison a été très compliqué puisqu'ils n'ont pas été dans le coup pour les points au début, que ce soit du côté de Bahreïn, que ce soit du côté de Jeddah où c'était un petit peu mieux, mais où Albon a été gêné par le bouchon Magnussen. Et après, à partir de l'Australie, la série noire des crashs va commencer. C'est un thème qui va être récurrent et le premier à s'y frotter, c'est Albon en essai libre à Melbourne et c'est tellement grave, il y a tellement un souci de pièces que Williams n'a plus qu'une seule voiture et va donc décider de donner à Albon celle de Sargent qui n'y était pour rien. Un choix polémique qui va peut-être déjà sceller le destin de l'Américain et qui en plus n'a finalement servi à rien puisque certes Albon est clairement plus performant mais il a terminé 11e, c'est frustrant, mais il faut aussi se dire qu'il y avait 4 abandons devant, et donc que la réalité c'est qu'en fait, Williams à la régulière était plutôt 15e, et donc ne visait pas vraiment les points ce jour-là. Ça rajoute de la déprime à la déprime de ce début de saison. Ça ne s'améliore évidemment pas au Japon où cette fois c'est Sargent qui explose sa voiture lors des essais, puis Albon est mis dehors par Ricciardo au départ. Les crashs vont ensuite un petit peu cesser, mais le niveau de la voiture empêche Williams de viser quoi que ce soit. Il n'y aura pas de points en Chine, à Miami et à Imola, malgré un Alexander Albon parfois 11e et qui d'ailleurs décide à Imola de re-signer sur le long terme avec Williams, et un Sargent qui a été plutôt pas mal, notamment dans le sprint à Miami, qui est peut-être son meilleur moment de la saison.
La délivrance arrive au 8e rendez-vous à Monaco, puisqu'Albon va se rappeler au bon souvenir de tout le monde, au bon souvenir de sa saison 2023. Il se qualifie 9e et on connaît la course derrière, il va garder cette place jusqu'à l'arrivée, donc voici les 2 premiers points de la saison. Derrière, on croit Williams enfin lancé, puisque ça se passe très bien du côté du Canada, avec une nouvelle Q3 pour Albon qui va se battre pour des points, jusqu'à rencontrer Carlos Sainz lors de la course et se faire mettre hors piste, conjugué en plus à un nouveau crash de Sargent un petit peu gênant, tout seul sous la pluie, eh bien Williams reprend clairement 2 coups sur la tête, juste après avoir cru que ça y est, la galère était terminée. Et puis à Barcelone, la deuxième lame, sur un circuit représentatif, c'est la rechute, les 2 dernières places en qualif, Sargent qui termine à 2 tours, Albon 18e, voilà, c'est terrible, heureusement qu'il y a Sauber qui fait pire. Après un nouveau week-end difficile en Autriche, les températures fraîches de Silverstone permettent encore à Albon de se mettre en valeur avec une 9e place en qualif et une course très propre avec une belle bagarre qui ramène 2 nouveaux points. Mais il faut le dire, c'est un petit peu en trompe-l'œil car les conditions ont un petit peu faussé les choses et car il y a 3 pilotes des top teams qui ne sont pas dans le top 10 à l'arrivée. Voilà, c'est une thèse qui semble accréditée également par la Hongrie juste derrière où malgré un top départ d'Albon, les points sont complètement injouables. Donc finalement, voilà, rien n'a changé. Un schéma qui se répète à Spa, mais la saison va tourner à Zandvoort, va tourner doublement. D'abord, car c'est le dernier week-end de Logan Sargent. Après un énième crash ultra violent lors d'une séance d'essai libre, il signe sa fin et après le Grand Prix, il est remercié et sera remplacé par Colapinto. Un choix fort qui va s'avérer payant, mais ce qu'il ne faut pas oublier à Zandvoort, c'est le tournant technique de la voiture. Le package apporté va transformer la saison de Williams, mais ça, on ne va pas le voir tout de suite, puisqu'Albon, pourtant qualifié 8e, a été disqualifié car la voiture n'était pas tout à fait conforme, et donc ne marque pas encore de points. Mais franchement, Zandvoort est peut-être le week-end central de la saison Williams. Et oui, car derrière, il y aura 2 points à Monza après une nouvelle Q3 d'Albon, et il y en aura 10 à Bakou. Un bilan comptable évidemment embelli par le crash entre Sainz et Perez qui fait passer Williams de 3 points à 10 points en un tour. Voilà, clairement, c'est un peu plus que ce qu'il ne méritait de prendre, mais il ne faut pas oublier que la performance était là, qu'ils étaient la 6e force et qu'il y a eu 2 voitures en Q3. Un bol d'air qui récompense enfin le gros travail effectué à blanc par Williams depuis le début de la saison et un bol d'air qui permet de reprendre la 8e place. Tout ça c'est également possible grâce à Franco Colapinto qui a débarqué comme ça du jour au lendemain alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment, qu'on n'attendait rien de lui. Et il a non seulement une personnalité vraiment déroutante et en plus il est capable d'être très proche d'Alexander Albon, d'aller chercher des points. Il fait un bien fou à Williams, comptablement et aussi du point de vue de l'ambiance puisqu'il apporte vraiment quelque chose. Voilà, après Bakou, l'équipe est vraiment sortie de son marasme. Il n'y aura pas de points à Singapour, mais Colapinto va faire un gros départ et une très bonne course. Ce sont vraiment les faits marquants de ce week-end-là. Et à Austin, il va permettre d'effacer les difficultés de l'équipe qui n'était franchement pas vraiment au niveau, mais il va faire une très bonne course avec une stratégie décalée qui s'avérera payante et il va ramener un petit point qui va faire du bien. À ce moment-là, la saison est sauvée, on est enfin dans le positif et on entrevoit vraiment les bonnes choses mises en place depuis quelques Grands Prix. Mais malheureusement, les 5 dernières courses vont tout gâcher, c'est vraiment très dur pour Williams. Déjà au Mexique, Albon ne peut pas fructifier sa 9e place sur la grille de départ puisqu'il est pris dans un sandwich au premier virage, alors que pendant ce temps, Colapinto va doucement commencer à galérer. Et puis après, juste derrière, tout va s'effondrer au Brésil. Alors que la partie sprint avait prouvé que la voiture pouvait jouer quelque chose, le dimanche, sous la pluie, c'est la catastrophe. Les 2 voitures se crashent violemment lors des qualifications, notamment Albon qui était pourtant 2e à quelques minutes de la fin de la Q3 et qui finalement ne pourra même pas prendre le départ. Colapinto, lui, fait le Grand Prix, est à la porte des points, se bat, mais finira par se crasher seul sous la safety car. Et cerise sur le gâteau, comme si ça n'avait déjà pas coûté assez cher, Alpine marque 35 points ce week-end-là, ce qui finalement condamne déjà Williams à n'être que 9e cette saison. Et finalement, en un dimanche au Brésil, tous les efforts consentis depuis finalement Bahreïn ont volé en éclats et Williams a sûrement perdu sur cette journée l'équivalent de peut-être près de 10 millions.
À partir de là, bah voilà, c'est fini. En plus, les voitures sont dans un sale état. C'est même compliqué pour eux d'apporter les pièces. On se retrouve dans la situation du début de saison. Et en plus, les galères ne sont pas finies puisque Colapinto se satellise violemment en qualif à Vegas et Albon voit son turbo lâché dans la course. Les deux voitures ensuite sont éliminées en Q1 au Qatar et à Abu Dhabi. Et en plus, on a Colapinto qui s'accroche du côté du Qatar et qui perd son moteur à Yas Marina. Bref, les 3 dernières courses, ça servait presque à rien de participer, ça n'a apporté que du malheur au malheur. Et la saison se termine donc à la 9e position avec 17 points. On peut dire que c'était rocambolesque, clairement. Le bilan de Williams est donc frustrant cette saison. On peut déjà clairement dire que la dynamique positive de 2023 n'a pas été vraiment poursuivie. Il y a eu une sorte de cassure et d'entrée de jeu avec cette histoire de remaniement interne en équipe du point de vue de l'usine qui a clairement gâché le départ. D'un point de vue très brut, ils ont perdu 2 places et 11 points, mais surtout dans les faits, ça a été beaucoup plus dur, beaucoup plus de galères. Ils n'ont évidemment pas été aidés par les erreurs des pilotes qui ont fait, je crois, 17 crashs et à chaque fois en plus, c'était des gros cartons qui ont mis en péril l'équipe. Mais pour moi, je veux quand même saluer le gros travail déjà des mécaniciens, de tout l'encadrement qui mentalement a dû être très fort et aussi de la partie technique entre guillemets puisqu'à partir de Zandvoort, j'ai vraiment vu une voiture qui s'est repris en main et qui a été capable à nouveau de jouer les points comme elle l'était en 2023. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'à partir du Mexique, sur les 5 dernières courses, ça n'a plus vraiment été le cas. Et après, par-dessus le chapeau, les crashs sont venus complètement refermer le couvercle d'une saison qui ne pouvait que se terminer à la 9e place. Donc ouais, c'est dur et on est obligé de le dire. Malgré tout, je pense que cette saison, elle importait peu pour Williams. Ce qui compte, c'est l'apprentissage, c'est continuer la remise à niveau de l'équipe, continuer de changer les méthodes pour être crédible dans le futur. Finalement, si on était même un peu provoque, et vous savez que j'aime pas cette manière de penser, puisque pour moi, chaque course, chaque séance est importante, bah finalement, la chose la plus importante pour Williams en 2024, c'est la signature de Carlos Sainz, puisque finalement, le vrai Williams, le Williams de Valls, on pourra évaluer qu'à partir de 2026. Et Williams, Sainz, c'est très important, c'est très bien. Les pilotes, eux, sont assez durs à juger avec cette voiture assez particulière, parfois loin, qui a beaucoup évolué, qui a souvent eu aussi des pièces différentes d'une séance à l'autre, et surtout entre les deux pilotes. Il faut aussi dire qu'il y en a eu 3 des pilotes dans cette équipe cette saison, ce qui complique toujours un petit peu l'analyse. L'analyse la plus facile, c'est pour Sargent, elle a déjà été faite, le bilan était clair, il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. On peut aussi se dire que l'Australie a beaucoup joué, et aussi il faut noter qu'on a parfois vu de bonnes choses en termes de rythme pur, il n'était parfois pas si loin, mais voilà, il y avait un manque de performance, il y avait un manque de potentiel, combiné à de trop grosses erreurs, trop répétitives, ça a eu raison de lui, voilà, et c'était logique. Colapinto lui a été complètement déroutant, voilà, je n'arrive pas à enlever ce mot pour le qualifier. Il a été bon d'entrée de jeu à Monza, excellent à Bakou et Austin où il a marqué des points, il a été audacieux comme le prouve son premier freinage à Singapour. Ça a été un véritable vent de fraîcheur et il faut dire de manière très claire qu'il a largement surpassé les attentes par rapport au moment où il a été nommé. Pour un rookie qui avait seulement 6 mois de Formule 2 dans les pattes, qui a débarqué en plein milieu de saison pour remplacer Sargent dans une équipe en grande difficulté, franchement, il a pété le plafond de ce qu'on lui demandait de faire et il a bien pété. Cependant, je dois nuancer et c'est ce qu'on avait commencé à faire à partir du Mexique. Pour moi, il a clairement été vu trop beau. Il y a eu un emballement sur son sujet qui, je trouve, persiste encore un petit peu. Aujourd'hui, j'ai par exemple beaucoup entendu qu'il avait mis en difficulté Alexander Albon et je veux prendre du temps dans ce bilan pour démonter finalement cette thèse à laquelle je ne crois pas car pour moi, ce n'est pas vrai. À Monza, il est derrière, vous allez me dire, logique, mais il faut le noter, il ne le bat pas. À Bakou, il part devant, mais c'est uniquement parce qu'Albon a un refroidisseur coincé sur sa voiture au moment de la Q3, il ne peut donc pas faire de temps. Et en course, le Thaïlandais a très clairement montré la différence, bien que la course de Colapinto ait été géniale. À Singapour, c'est Albon qui doit éviter le crash au premier virage, donc à partir de là, la course des deux pilotes, elle est faussée. Au Mexique, Colapinto a bien galéré quand Albon, lui, n'a pas pu défendre ses chances au-delà du premier virage. À Vegas, Colapinto part devant, mais c'est pour une question de track limit, il n'avait pas de meilleur rythme et il s'est mis dans le mur en qualif. Et du côté du Qatar et d'Abu Dhabi, Albon était devant. Donc pour moi, il n'y a qu'à Austin où on peut dire que Colapinto était devant et a été meilleur sur le dimanche, même s'il faut dire qu'Albon est aussi pris dans un incident du premier virage qui fausse un petit peu sa course. Donc voilà, pour moi,
Tout ça pour dire que le bilan de Colapinto me semble un petit peu surfait. Il y a aussi eu 4 gros crashs et on a bien vu en fin de saison que les autres équipes, notamment Red Bull et Alpine, s'étaient un petit peu déchauffées à son sujet. Et pour moi, c'est logique. Voilà. C'est révélateur du fait que, il y a eu un emballement, c'est bien, mais voilà, c'est pas non plus ce qu'on a pu en dire de lui parfois, et ce qu'on peut peut-être encore entendre sur lui ces derniers temps. Et il faut trouver le bon équilibre entre sous et surcoté. Personnellement, je suis un petit peu réducteur par rapport à ce que je peux déduire de la vie générale. Je trouve qu'il a un petit peu tout gâché à la fin et que son rythme n'a pas été supérieur à celui d'Albon. C'est faux d'invoquer l'inverse. Malgré tout, voilà, il a largement dépassé les attentes. Ce qu'il lui faudrait maintenant dans l'idéal, c'est une deuxième pige où il montre qu'il a appris, qu'il est plus propre, qu'il a un rythme plus constant. C'est en tout cas très clairement ce que je lui souhaite, car on a découvert un top pilote qu'on ne pensait pas voir arriver en Formule 1 un jour. Quant à Albon, la comparaison qu'on vient de faire avec Colapinto va forcément nous servir, puisque je vois que beaucoup de monde est déçu de sa saison, va peut-être même jusqu'à la qualifier de flop. Je le dis, ce n'est pas mon cas. Il a été en dessous de sa performance exceptionnelle de 2023, clairement, et il a fait beaucoup d'erreurs, ça il faut le dire. Cependant, il a aussi moins eu la voiture pour se mettre en valeur, ça c'est clair. Et quand on regarde Monaco, Silverstone, Monza, Bakou, Montréal, Spa, Zandvoort, il y a eu de très très bonnes choses et il a porté Williams encore. Il faut aussi dire que sur les 5 dernières courses, je crois qu'il y en a 3 ou 4 où il ne peut même pas dépasser le premier virage et que bien souvent ce n'est pas sa faute. Donc voilà, la fin de saison, elle est dure à juger. Le bilan est moins bon, doit être nuancé, mais pour moi ce n'est certainement pas un flop. Sa moyenne générale le place en 13e position du classement. Ça n'est pas assez, mais ça n'est finalement pas si loin pour entrer dans le top 10. Par contre, ce n'est clairement pas assez bon pour viser le titre de meilleur des autres auquel il concourait l'an dernier. Voilà, c'était moins bien, mais attention quand même à ne pas aller trop dans la critique. Ça reste d'un certain standing tout de même. La prochaine saison sera importante pour Williams, encore une fois, pas pour le résultat brut, mais pour valider les acquis de Valve, qui commence à avoir 2 saisons dans les jambes et qui continue petit à petit d'en poser. Il faudra voir si les sacrifices commencent à payer, si les choix sont les bons, si le fonctionnement de l'équipe est réellement plus sain et si on entrevoit clairement, et là on revient au début de la vidéo, les prémices de cet avenir bien meilleur. Là-dessus, Carlos Sainz sera clé et va apporter énormément à Williams. Je pense que c'est une nouvelle exceptionnelle et que dès les essais d'après-saison à Abu Dhabi, il a apporté des choses positives, beaucoup d'optimisme aussi, certainement déjà des pistes de réflexion. J'attends donc énormément de lui d'abord sur la piste, puisque je pense que c'est un des tout meilleurs pilotes, surtout pour une écurie qui termine 9e du championnat. Et en plus, il est totalement dans la force, dans le moment fort de sa carrière. Et puis sur le côté technique, sur le côté leader d'équipe, je pense aussi qu'il a de grandes qualités qui peuvent réellement faire passer un palier à Williams, qui pour la première fois depuis peut-être une petite dizaine d'années, depuis Massa Bottas, va avoir un vrai duo de pilotes qu'elle a choisi, qu'elle a voulu et qui ne souffre d'aucun bémol. Ça va leur faire passer d'autres caps et des caps à passer, j'en attends aussi du côté d'Alexander Albon qui va vivre une saison charnière. Depuis son sauvetage post-Red Bull, il s'est imposé comme une des figures du midfield et il a été très bon, mais il n'a affronté que des coéquipiers faibles et bien souvent rookies. Il n'a pas eu de vrais tests et vient en plus de faire une saison un petit peu moins bonne. Lui qui est chez Williams depuis 2022 va devoir se montrer à la hauteur de Carlos Sainz, d'un multiple vainqueur de course. Il va affronter un client et je pense qu'il joue très gros. En tout cas pour moi, tout ça est très excitant, surtout si on rajoute qu'on n'attend pas vraiment Williams en 2025, mais plutôt à partir de 2026. J'ai envie de croire, j'ai envie en tout cas de m'emballer pour ce projet Williams, pour Valls, pour Sainz, pour Albon. Pas d'objectif comptable l'an prochain, mais une furieuse envie de construire quelque chose de vraiment meilleur pour la suite. Voilà, c'était le deuxième bilan de cette fin de saison consacrée à Williams. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à partager la vidéo, à vous abonner. Et évidemment, je vous attends en commentaire pour que vous me donniez vos avis sur cette saison particulière de l'équipe. Est-ce que pour vous, finalement, c'était pas si important? Est-ce que vous êtes confiant à l'avenir? Est-ce que les choses posées par Valve sont pour vous positives? Qu'attendez-vous de Sainz, d'Albon? Qu'avez-vous pensé de Colapinto? Bref, encore une fois, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Merci de votre écoute, à demain, et on se quitte avec la question d'Enzo Ferrari. Hier, la réponse était évidemment Kamui Kobayashi sur le podium avec Sauber
au Grand Prix du Japon 2012. Et aujourd'hui, la question, c'est dans l'histoire de la Formule 1, 4 Espagnols sont montés sur le podium. Il y a évidemment Alonso, il y a évidemment Carlos Sainz, c'est le lien avec Williams. Qui sont les deux autres qui ont chacun un podium? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Bonne fête, joyeux Noël et à demain pour le 3e bilan.